On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau restaurant de fondue à Mont-Saint-Grégoire. Mais tout d'abord, lui, il est en politique municipale. Pas sûr qu'il aime ça tant que ça. C'est le conseiller François Roy. Complétons aujourd'hui notre tournée des entrevues avec les conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qu'on fait une fois par année, mis à part l'année électorale, et c'est tout à fait le cas parce qu'on était en élection il n'y a pas si longtemps. Et puis l'automne dernier, on a procédé aux entrevues aussi avec tous les conseillers et conseillères. Il nous en restait un, c'est le conseiller du secteur Prévert à Saint-Luc, mais du secteur Normandie-Ouest également. C'est François Roy. Bonjour et bienvenue. Merci, M. Latour. Je pose la même question à tous les nouveaux conseillers. Oui. Est-ce que ça correspond ce à quoi vous vous attendiez comme travail, comme charge, comme tâche, comme déroulement? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Non. Non. Non, pas du tout même. Et pourquoi? En fait, c'est pas ma philosophie de gestion. Fait que je suis terriblement déçu de la manière que ça se passe. Puis, en toute honnêteté, je gère pas comme ça. J'ai des entreprises, j'ai des employés. Puis si je gérais de la même manière, je suis pas sûr que les gens viendraient travailler pour moi. Fait que ça, je suis terriblement déçu. Qu'est-ce qui vous déçoit? C'est compliqué, c'est long. Je veux dire, qu'est-ce qui vous dérange dans le mode de fonctionnement de Non, de les l'hôtel de délais, ville? moi, je peux faire avec. En fait, j'ai pour mon dire que la ville devrait être gérée en bon père de famille ou en tant qu'entrepreneur. C'est pas de l'argent virtuel. Les gens qui prennent des décisions, parfois, sont détachés de l'argent. Puis, si c'était leur propre entreprise, si c'était leur propre famille, ils ne prendraient pas la même décision. Fait que c'est ce qui m'enrage, puis c'est pour ça que je suis un peu déçu. Bon. Que des conseillers, conseillères décident de devenir indépendants, de changer de formation politique au municipal, c'est fréquent. Ouais. Vous l'avez fait, disons, plus rapidement que d'autres. Ouais. C'est ça qui a peut-être surpris un peu tout le monde, Ouais. c'est que dans les quelques mois qui ont suivi l'élection, rapidement, vous vous êtes détaché de l'équipe Bouchard avec laquelle vous vous étiez élu pour vous déclarer indépendant. Pourquoi? Bien, ce qu'il faut comprendre, je le sais que l'histoire a pas mal été dit, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas fait de campagne électorale en disant aux gens qu'on allait dézoner puis détruire les espaces verts, dézoner les golfs. On n'a jamais fait ça. Fait que ça m'a vraiment étonné que la mairesse puis que l'équipe aille dans cette direction-là. Puis, évidemment, lorsque j'ai commencé à poser des questions concernant le fameux PPU, on m'a donné toute l'information, à part une. L'information la plus importante, que ça retirait le droit de référendum aux citoyens. Puis c'est là que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et pour vous, c'est vraiment l'élément déclencheur pour votre retrait de l'équipe? C'est la goutte qui a fait déborder le vase, ouais. Moi, en fait, la question que je me suis posée, je me suis dit, bon, bien, le type, il s'est présenté avec l'équipe Bouchard, donc je présume qu'il était en accord avec le programme ou avec les idées que vous aviez probablement dû discuter avant l'élection. Tout ce dossier-là à l'égard des golfs et surtout du golf des légendes, est-ce que vous saviez au départ où s'en allait l'équipe et la On n'a mairesse? jamais parlé. Jamais, je le dis à tout le monde, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai fait campagne. On n'a jamais parlé. Fait que c'est là qu'à un moment donné, j'ai senti que le vent tournait, puis j'ai senti que j'avais pas toute l'information nécessaire. Mais vous saviez que la mairesse voulait consulter les citoyens, ça, vous le saviez? Oui. Mais- Je savais que la mairesse voulait consulter les citoyens. Ce qu'on me dit, c'est que le PPU était là pour déterminer les besoins du secteur. OK. On m'a jamais dit au grand jamais, puis je parle en toute honnêteté, là, au grand jamais qu'on me dit on veut détruire les derniers espaces verts, on veut dézoner les golfs. Jamais. Puis je suis quelqu'un qui se tient en vie. Si quelqu'un me ment, c'est je vais revirer ma chemise. Mais pour vous, est-ce que vous sentez que c'est la volonté de la mairesse et du conseil actuel de détruire les golfs ou si ce n'est que de consulter pour voir ce que le monde en pense? Je le sais pas. Je connais plus leurs intentions. Honnêtement, je suis quelqu'un qui est capable de lire vraiment les signes. Puis dans ce cas-ci, je connais plus leurs intentions. Tout ce que je sens, par contre, c'est qu'une lueur d'espoir. Fait que je peux le dire à tous les citoyens, j'espère sincèrement réussir à renverser la vapeur
Puis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, bien, je pense qu'il y a une lueur d'espoir que ça ne se fasse pas. Bon. Comment avez-vous trouvé le processus de consultation durant l'été, là, le sondage auquel les gens ont été appelés à participer? Il y a eu beaucoup de critiques. Bien, un, parce que c'était l'été. Deux, parce que c'était peut-être pas très, très court. On l'a un peu prolongé. D'autres avaient des biais à l'égard peut-être de certaines questions qui étaient peut-être pas claires. Ou bref, vous, le processus de consultation, le sondage de l'été dernier, vous l'avez trouvé comment? Là, M. Latour, vous allez me faire une montée de lait. Je veux pas en faire, mais c'est pas correct. Première des choses, on aurait dû faire le sondage, bien, pas pendant l'été, pas pendant les vacances de la construction. Puis, il aurait dû avoir une participation des élus pour confectionner le sondage, chose qui n'a pas été faite. Donc, puis les questions, tout le monde qui a rempli le sondage s'en est bien rendu compte. Il n'y avait pas d'alternative. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai travaillé avec les citoyens pendant longtemps, à préparer une alternative qui se tenait. Bien, il n'y en avait pas dans le sondage. Puis, les Joannais ne sont pas dupes. Ils ont vu ça tout de suite. C'est un sondage qui était orienté, puis qui faisait carrément pas mon affaire. Êtes-vous quand même satisfait des résultats qui ont ressorti de ce sondage-là? Bien oui, je suis satisfait. Puis moi, je n'étais pas étonné. Parce que je suis sur le terrain. Moi, honnêtement, j'ai pas de critique des citoyens. Les citoyens viennent me voir, ils m'écrivent, ils me téléphonent pour me dire qu'ils m'encouragent de ne pas baisser les bras. J'étais pas vraiment étonné des résultats qui ont été... Puis à grandeur de la ville, pas juste les riverains. Mais là, à partir du moment où les gens majoritairement disent qu'ils ne veulent pas vraiment de développement, en tout cas pas là, à cet endroit-là, pour vous, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que on laisse le propriétaire opérer un terrain de golf ou fermer son terrain de golf ou ne rien faire avec ou faire d'autres choses dans les limites de son zonage? Ou vous pensez qu'ultimement, c'est un levier pour que la ville puisse peut-être l'acheter puis en faire un parc naturel? Bien là, la première des choses, on fait un sondage, la réponse est claire. Fait qu'on arrête ça là. Pourquoi continuer? C'est ça que les citoyens se demandent. C'est pourquoi qu'on continue? Pourquoi qu'on continue les consultations? On arrête ça là. Concernant les propriétaires des golfs, dans mon alternative que j'ai proposée aux citoyens, je pense aussi à eux. Donc, dans l'alternative, il y a des solutions pour faire plaisir aux propriétaires des golfs. Puis, ben, ce qui m'enrage le plus, c'est qu'il y a des gens qui sont venus sur votre plateau qui véhiculent le fait que pour conserver les golfs, ça coûte de l'argent. Bien, je le répète, ça coûte rien. Si on laisse les golfs tels quels, si on laisse le zonage tel quel, ça coûte zéro. Bon, certains de vos ex-collègues de l'équipe Bouchard m'ont dit au cours de l'été, on sait bien, François, bien, il reste dans le secteur des légendes. Sa maison est à vendre dans le secteur des légendes. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec le projet. Vous répondez quoi à ces gens-là? Première des choses, je ne gère pas mes intérêts personnels, je gère les intérêts de la communauté. Puis, évidemment, pour bien faire les choses, je suis allé chercher une opinion juridique pour m'assurer que je faisais bien les choses puis que j'étais en mesure de me prononcer puis de voter en temps et lieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux conseillers qui habitent sur les golfs, deux golfs différents. Il y a moi qui habite sur le golfe boisé de la Mairie, puis Marco Savard qui habite sur le golfe des Légendes. Il y en a un qui est pour la destruction des espaces verts puis le dézonage des golfs, puis il y en a un autre qui est pour la protection des espaces verts puis le zonage qui reste tel quel. Fait que moi, j'ai pas de problème à ça. Puis, il va sans dire qu'un élu est là pour défendre les intérêts des citoyens. Puis, c'est ce que je fais. Bon, quand je parlais de relations aussi avec vos ex-collègues, je ne peux pas faire abstraction que l'automne dernier, vous avez fait une longue publication sur votre page Facebook pour dire, écoutez, je me sens victime, disons, de harcèlement ou d'intimidation de la part de mes collègues. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de porter plainte ou si vous l'avez fait, mais qu'en est-il de ce contexte relationnel que vous aviez avec vos collègues l'automne dernier? Bien, ma réponse va avoir deux volets. Le premier volet, c'est vrai que j'ai porté plainte contre la mairesse pour harcèlement puis intimidation. Puis c'est tout ce que je peux dire. Le processus va suivre son cours. Puis deuxièmement, mais j'ai pas été en politique pour me faire des amis. Moi, j'étais allé en politique pour gérer ma ville, pour faire avancer les dossiers importants. Puis c'est pour ça que j'étais allé en politique. Puis honnêtement, je pense que les gens commencent à réaliser que les fondements de mes pensées sont très nobles et très valables pour notre ville. Quels sont les enjeux dans votre quartier en ce moment? Qu'est-ce que les citoyens vous demandent dans le district?
Bon, là, dans notre district, il y a des gros enjeux qui s'en viennent. Évidemment, il y a la réfection du carrefour giratoire Douglas. Dieu merci, ça s'en vient, ça avance très, très bien. On a eu 3 soumissions qui ont été déposées. Donc, le carrefour giratoire, je tiens à préciser qu'il va être agrandi, élargi. La traverse piétonne, qui était très dangereuse, que je vous avais déjà parlé sur votre plateau, va être avancée, puis elle va aller rejoindre une nouvelle piste cyclable qui va aller jusque sur l'avenue du Parc. Ça, c'est très, très, très intéressant. Un autre gros enjeu, un enjeu majeur pour la ville, c'est l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Et puis là, je le sais que vos téléspectateurs de la résidence pour aînés, le quartier, vous écoutent. Fait que je peux leur envoyer le message que ça avance très, très, très bien. Fait que même la semaine dernière, on fait bouger le dossier et tout. Fait que l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, je pense que c'est une artère principale. Puis le boulevard se devait d'être urbanisé. Donc, les gens, bien, que ce soit la résidence, le quartier qui compte à peu près 350 logements, ça en fait beaucoup de monde. La maison des aînés, à peu près 200 chambres. Écoute, ça commence à en faire du monde qui veulent circuler de manière sécuritaire sur le boulevard Saint-Luc. Donc, ça avance très, très bien. Très content de la situation. On sait que l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, c'est un dossier qui ne fait pas toujours l'unanimité au Conseil. C'est les échos qu'on en a. Même si c'était long avant qu'on puisse acheter l'ancien tapis décor, bon, ça finit par se faire. Certains trouvent qu'on met peut-être beaucoup d'argent dans le nord de la ville en ce moment, mais de ce que je vous entends, un, vous semblez d'accord, puis deux, vous semblez confiant qu'il y ait une majorité d'élus favorables à ce qu'on termine bien, je ne peux pas en dire plus, Saint-Luc. mais tout ce que je peux dire, c'est que ça va très, 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 très bien. Je n'étais pas d'accord pour l'achat au prix qu'on a payé le tapis décor. J'adore l'immobilier, c'est ma passion, puis il me semble que j'aurais eu un meilleur prix. Fait que, mais bon, c'est fait, et puis ça va être vraiment beau. Ça va donner une nouvelle entrée à la municipalité, puis voilà. Bon, et dans le secteur qui est plus Prévert, parce que votre district est coupé en deux, il y a la partie Normandie, mais il y a la partie de l'autre côté qui est la partie Prévert. Est-ce que vous avez des enjeux particuliers dans ce secteur-là? Bien, là, il y a eu des travaux de réfection qui ont été faits sur la rue Augustin-Gauthier qui ont... bien, je m'ai rendu compte de certaines problématiques. Tantôt, hors d'onde, on parlait des voitures électriques. Bien, on a fermé la rue Augustin-Gauthier quand même assez longtemps. C'était vraiment des travaux majeurs. Mais j'ai soulevé la question, qu'est-ce que la Ville fait pour que parce que les citoyens n'avaient plus accès à leur entrée de cour. Il fallait qu'ils aillent se stationner plus loin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les propriétaires de voitures électriques qui ne peuvent pas se charger? Fait que ça a soulevé certaines questions, puis écoute, que j'ai interpellé là, les gens de l'Hôtel de Ville pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis je pense que c'est de la responsabilité de la Ville de se poser ce genre de questions-là. L'électrification des voitures, ben c'est de plus en plus populaire. Fait que faut se poser la question. Quand on ferme une rue, on va se charger où? François Roy, merci beaucoup. Merci. Bonne chance, bonne continuité dans ce Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Comme mon ami François se dort la couenne à quelque part au Mexique et que je suis seul, ben je suis pogné à tout faire, fait que je passe là-bas. Mais n'ayez crainte, William Julien est là pour sa Macédoine sportive. Ne manquez pas ça. Une petite trouvaille du côté de Mont-Saint-Grégoire, et quand même, ça remonte au mois de septembre 2019, un peu avant la pandémie, vous allez me dire. C'est un restaurant, mais c'est aussi une auberge ou de type bed and breakfast, mais on est aussi dans un resto de type fondu. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui manquait à la région. Avec nous pour en parler, sa propriétaire, Nancy Curé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça s'appelle l'Insensé, auberge, table d'hôte et fondue, et c'est en plein cœur de Mont-Saint-Grégoire. Tout à fait. Explique-nous comment ça a commencé. Mais en fait, ça a commencé, c'est né de plein d'idées qui ont germé dans ma tête, puis c'était comme une symbiose de toutes les sphères de métier que j'avais opérées. Puis je me suis dit, je voulais une dernière maison avant de décéder. Je suis pas prête de décéder, là, mais c'est ça. Fait que c'était le but de l'exercice, puis de générer en même temps des profits. Mais entre le fait de dire, OK, j'aimerais ça avoir une nouvelle maison dans la vie ou d'aller dans un milieu comme Mont-Saint-Grégoire, mais de là à en faire un bed and breakfast et même ultimement aussi un restaurant, il y a quand même une marge entre les deux. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette option-là? Bien, en fait, c'est parce que moi,
je sors pas. Puis en plus, j'ai une maladie auto-immune. Fait que, idéalement, je me suis dit, bon, je peux pas aller nulle part. J'aime ça recevoir chez nous, joindre l'utile à l'agréable, recevoir, mais tu sais, en faire un métier aussi, parce que j'ai quand même des formations dans le domaine. J'ai eu un bar pendant plusieurs années aussi. Donc, je me suis dit, ce serait une belle alternative. Puis en plus, ben, je trouve que c'est festif puis agréable. Bon, pour mettre les gens en contexte, tu y fais référence, tu étais propriétaire d'un bar. Explique-nous un peu qui tu es, tu viens d'où et quel est ce fameux bar dont tu parles. OK, moi, je viens de l'Abitibi, je suis native de l'Abitibi. J'ai été 11 ans propriétaire d'un bar qui s'appelait Le Maestro, le Chic Maestro, que je l'appelais amoureusement. C'était une très, très belle expérience. J'ai eu des bons clients, dont tu fais partie aussi. C'est ça. C'est de là que je pars. Ben, en fait, je pars pas juste de là. Je pars de bien loin. Mais tu as souvent travaillé en restauration? Oui, en restauration, en hôtellerie, mais j'ai travaillé aussi dans le génie civil, j'ai travaillé dans la construction, j'ai travaillé dans plusieurs domaines parce que j'ai fait comme une genre de parenthèse quand j'ai fermé le Maestro. J'avais besoin de décrocher un peu de cette réalité-là. Tu as été propriétaire du Maestro pendant quelle période? Quelle année? De 2001 aller jusqu'à 2011, si je ne m'abuse. Okay. Maestro, qui était le bar karaoké situé sur la rue Champlain, non loin de nos studios. Et de 2011 à 2019, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça que je te dis. J'ai travaillé dans le génie civil, j'ai travaillé pas dans la restauration, dans la construction. OK. C'est dans cette période. Oui, c'est ça. Okay. J'ai fait comme genre une parenthèse. J'avais besoin vraiment de décrocher. Puis j'avais aussi surtout besoin que les gens me posent pas de questions. J'avais besoin de prendre du recul par rapport à tout cet épisode-là. Ça n'a pas été évident parce que c'était comme de tuer mon bébé, ni plus ni moins, parce que j'ai été l'âme du Maestro pendant plusieurs années. C'est loin de moi l'idée d'être un nombril, là, mais c'était vraiment ça. C'est un gros morceau. C'est ça. C'est comme quand j'ai décidé de déploguer, bien, c'était vraiment comme si j'enlevais le respirateur d'un enfant. Puis c'était très, très difficile. Fait que j'avais besoin vraiment de décrocher puis de décanter de tout ça. Là. À l'extérieur du milieu de la restauration. Oui. Bon. Oui. Donc, arrive ce projet-là de dire, je veux une dernière maison pour finir mes jours. Oui. Mais en même temps, tu veux que ça soit un commerce, tu veux que tu puisses en tirer des revenus avec le modèle d'auberge, donc bed and breakfast, mais aussi de resto. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi? C'était d'avoir l'auberge ou d'avoir le resto ou d'avoir les deux? C'était de faire plaisir aux clients. Puis pour moi, faire plaisir aux clients, ça veut dire être un amalgame de toutes sortes de choses pour pouvoir lui donner la latitude nécessaire pour pouvoir en profiter au maximum. Donc, la chambre, c'était une idée aussi parce que souvent, les gens viennent manger le week-end, puis plutôt, ils prennent un verre, puis plutôt de s'en retourner, ben, ils dorment à la maison. Puis en plus, il y a le déjeuner. Tu sais, les forfaits, c'est avec déjeuner aussi. Donc, je trouvais que c'était une belle idée. Bon. Concernant le resto, pourquoi aller vers une thématique de fondue? Bien, parce que je trouve que c'est... la fondue, c'est... Puis en plus, étant donné que moi, mon trademark, je m'excuse l'anglicisme, c'est vraiment local, bio, fait maison. Mes producteurs produisent que pour moi. En fait, mon producteur de bœuf, le poulet, c'est Ferme d'Amour. Le porc, c'est Nagano, puis tout ça, puis Robitaille. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment... c'est parce que je trouve que la fondue, c'est quelque chose qui est très, très festif, puis très aussi rassembleur. Même si c'est... Mon local est conçu pour que tout soit malléable. Tu sais, je peux avoir des gros groupes, comme je peux avoir des 2, des 4, des 6. C'est vraiment une atmosphère très, très intimiste. En fait, ce que j'ai créé, c'est avec mes expériences à moi. Puis ce que je voulais, c'est vraiment... je m'excuse. Non, mais des restaurants de fondue, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait juste un à l'époque. Ça s'appelait... On sait très bien, on s'en souvient. Pas l'imprévu, voyons. Les 12 instants. Les 12 instants. Parce c'était que Christian et Yannick qui étaient propriétaires. Oui, exact. Parce qu'eux avaient, au départ, ils étaient à côté du Maestro sur Champlain. Oui. Après ça, ils ont déménagé brièvement sur Richelieu, là où il y a eu le Bastos. Oui. Puis après ça, ils ont quitté pour leur projet d'auberge, justement. D'auberge à l'extérieur de la région. Puis depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment personne dans la restauration qui a poursuivi... Puis en plus, moi, c'était à apporter votre vin. Dans un volet fondu. Et là, en plus, c'était dans un volet à apporter son vin. Oui. Ce qui n'est pas négligeable. La capacité de ton... 16 places. 16 places. 16 places maximum, puis 12 en formule fondue dans la même pièce, c'est le maximum parce que, tu sais, avec les bols à fondue, les assiettes de légumes, les sauces, tout ça, ça devient assez laborieux puis pas confortable. Je le disais en introduction, tu as commencé ce projet-là le 13 septembre 2019. Un vendredi 13, oui. Bon.
C'était avant la fameuse pandémie. Tout à fait. On le sait, la restauration, l'hôtellerie, c'est extrêmement difficile pour les gens de ce secteur-là de l'activité économique. Toi, la pandémie, tu l'as vécu comment? Bien, c'était, je te le cacherai pas, très, 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 très difficile parce que moi, en plus, je travaillais dans un bar au moment où tout a arrêté. Fait que je me suis ramassée plus de job, puis mon commerce fermé. Donc, j'ai dû être très, très créative puis me revisiter, réinventer. Fait que j'ai lancé une ligne de petits plats préparés, congelés. Je faisais des kits à fondu pour apporter. Puis je vends aussi mes vinaigrettes, mes mayonnaises. Tout ce qu'il y a en salle à manger, je le vends. J'en vendais une grosse partie. Tu as roulé là-dessus pendant un bout? Oui. Tout le temps que j'ai été fermée, en fait. Puis les subventions gouvernementales? J'avais rien parce que... Rien? Non, parce que moi, j'étais pas encore enregistrée à ce moment-là. Je venais juste d'ouvrir. Une chance, par chance que j'avais ma job au bar, parce que sinon, je serais morte de faim. J'aurais dormi dans ma voiture. Parce que là, quand même, sur le 2 ans, bon, il y a eu des petites périodes de réouverture, mais bref, ça a été quand même assez ardu. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Je tiens spécialement à remercier toutes les gens qui m'ont aidé parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau... à tous les niveaux. J'ai eu énormément d'aide, par chance, parce que je ne serais plus là. Tu sais, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a des institutions qui sont fermées. Ouais. Moi, j'étais nouvelle dans le giron du commerce, puis je suis une survivante. Ouais. Bon, là, tu peux opérer, disons, de façon plus normale depuis la dernière année, en fait, depuis la levée des fameuses mesures. La COVID est toujours un peu parmi nous, mais bref, on n'a plus les mêmes contraintes qu'on a connues pendant 2 ans. Donc, comment ça va depuis la vraie réouverture post-COVID? Je te dirais que ça va drôlement bien. En plus, mais ce qui est plus laborieux, c'est que c'est comme si je partais une nouvelle entreprise. Ah, ouais. C'est comme si je recommençais au début. Mais je te dirais que ça va très, très, très bien. Puis la réception de la clientèle est vraiment fameuse. Puis en plus... ce qui est le fun, c'est que les clients adorent le concept de « je cuisine et je sers ». Parce que les questions plus pointues peuvent les poser. C'est plus fluide en salle à manger. Puis en plus, j'ai pas de contrainte d'attendre après mon personnel, puis qu'il y en a un qui a une panne, les pneus d'hiver pas installés. J'ai pas cette... Des fois, de gérer ça à plus petit volume, ça peut être des fois aussi plus intéressant. Bon, elle est fermée, je pense, aujourd'hui, mais bon, il y a eu un resto pendant longtemps. Oui. Il y a eu même à Saint-Sébastien, pendant un certain temps, il y avait un restaurant qui était là chez Alice. Où la dame opérait ça toute seule, ou des fois avec une employée là, pour des groupes un peu plus. Mais, tu sais, je peux comprendre des fois que ça peut être... Tu dis, bien, regarde, là, j'attends pas après personne. Je gère mon affaire. Mais c'est pour ça aussi que souvent les clients se demandent pourquoi que je demande les menus d'avance. Parce que moi, c'est vraiment réservation minimum une semaine d'avance. Puis je demande toujours les menus à l'avance aussi, une semaine à l'avance, parce que pour commander à mes fournisseurs, pour aller faire mes achats, puis comme ça, au niveau de la gestion d'inventaire, puis ça assure une qualité optimale à mes clients aussi. Bon, dis-moi, tu es ouvert combien de jours par semaine? Je suis ouvert 4 soirs semaine seulement. Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Okay. Mais les jeudis et dimanches, c'est pour les groupes exclusivement, les 4 à 10 personnes. Parce que ouvrir pour un 2, un jeudi ou un dimanche... 4. Oui, minimum 4. Minimum 4 pour un jeudi-dimanche? Oui. Sinon, évidemment, le vendredi, samedi, Topaz. Les 2, les 4, les 10, les 12. Dis-moi, avant les fêtes, as-tu eu des périodes à un certain moment où tu étais vraiment complète avec des délais de réservation? Je suis encore complète. Jusqu'à quand pour le je te dirais jusqu'à fin février. Là. Fin février, tu es complète, là? Oui. Bien, en fait, il me reste des petites... j'ai quelques petites latitudes, là, mais... Disons que si je suis un groupe de 4 ou 6, là... Ça se place. OK. Oui. Mais les groupes de plus que ça, impossible. Impossible. Oui. OK. Donc, quelqu'un qui voudrait aller chez vous, là, disons, à partir de mars, il faudrait qu'il appelle là. Oui. Idéalement, oui. Parce que, comme je te dis, c'est petit. Là, tu marches avec quoi? Un seul service? Oui. Mais en fait, un seul service, oui. Sauf que, mettons, exemple, je commence mon service à 6 h, à 18 h. Donc là, je commence à 18 h. Là, je vais placer, mettons, un 4 ou un 6. Puis une heure plus tard, je vais en placer un autre. Fait que, comme ça me donne la latitude pour partir mon premier groupe, qui soit bien installé. Puis après ça, je peux partir mon deuxième groupe. La fondue, c'est de la fondue, là. On réinvente rien, mais en quoi j'ai des tables d'hôtes aussi, là. Bon, mais c'est ça. Explique-nous un peu, qu'est-ce que les gens retrouvent sur le menu? En fait, c'est de la fine cuisine française, en tout cas, un amalgame de française, puis je te dirais, européenne plus. C'est toutes des créations. Je me réveille la nuit pour créer. Puis
j'ai eu un commentaire. Coudon, il y a de la boisson dans tout ce que tu fais. Ouais, tu peux pas sortir la barmaid de mon corps. Donc, oui, pratiquement, c'est ça. Fait que tout ce que je crée, c'est souvent avec de l'alcool. Ouais. Puis j'adore ça. Tu veux avoir une idée un peu du menu? Ouais. Mettons, là, comme là, au menu présentement, il y a volaille à la vodka et au citron. Il y a canne au vin blanc. Puis il y a... C'est quoi l'autre affaire? Ah, toutes les pâtes sont faites maison. Je tiens à préciser que tout est maison. Fait que les pâtes, c'est des pâtes, je les appelle Poséidon, au Ungava. OK. C'est avec des fruits de mer. Mais ça, c'est pas local, par contre. Parce Ouais, qu'on évidemment, n'en les fait fruits de pas mer, à c'est un peu plus Saint-Grégoire. difficile. Mais c'est une expérience, dans le fond. Si on va chez vous, on vit une expérience. Oui. C'est agréable. On est avec des amis, avec de la famille. On est là pour quelques heures. Oui. Puis vraiment, c'est go with the flow parce que, sérieusement, moi, je dors là. Hein, fait que... Oui, non, j'imagine. Et ta chambre, parce que dans le fond, tu as une chambre. Une chambre à louer, oui, À louer. l'auberge. Est-ce que tu la loues quand même pas mal ces temps-ci? Oui. Ouais. Justement, en fin de semaine, j'avais un couple qui arrivait de Saint-Sauveur. Ah, ouais. Et eux autres, ils venaient aussi pour profiter des... Parce que Saint-Grégoire, c'est quand même un village assez touristique. Ouais. Ils voulaient aller faire de la raquette. Il y avait des projets, là. Pour situer les gens, dans le fond, tu es juste comme l'autre bord de la rue. Je suis juste à côté du dépanneur puis de la clinique vétérinaire. J'ai même une entente avec le vétérinaire pour les places de stationnement parce que mon stationnement est quand même... C'est une des raisons aussi pourquoi que mon affiche n'est pas encore à l'extérieur parce que j'ai un petit litige avec la municipalité parce que mon stationnement n'est pas conforme, mais j'ai manqué de budget à cause de la pandémie, bien évidemment. Je comprends. Alors donc, l'Insensé, auberge, table d'hôte et fondue, en plein cœur du village de Mont-Saint-Grégoire. Ouvert 4 soirs par semaine, formule apporter son vin. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite, puis bien hâte d'aller faire un tour. Oui, bien, c'est ça. Prêche par On l'exemple. va réserver. Prêche par l'exemple. Merci. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Vous cherchez des activités à faire, surtout en famille avec les enfants. Sachez qu'au domaine Trinity, en février et en mars, il y a 3 ateliers créatifs. Si vous avez de l'intérêt, bien sûr, vous pouvez tout simplement vous inscrire via le site web de la Ville de Saint-Jean. À demain.